Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Stéphanie, t'arrives là? Comment ça va? Comme un cheveu sur la soupe? Non. C'est parce que c'est l'heure du lunch? OK. Toulouse. Ah bon, OK, pique assiette. J'arrive avec mon drôle Ça d'humour. sent là, ouais, ça va pas bien, là. Ça commence bien. Ça commence là, Lefebvre qui se présente pas à l'entrevue. Toi, t'arrives à... Es-tu correct? Est-ce que ça va? Oui, j'avais juste un petit tournage ce matin. Voici mon délai. Avec qui? Avec Salut Bonjour. Comment ça a été? Ça a bien été. Est-ce qu'il y avait une vedette? Non, c'était une artiste maquilleuse, puis on parlait, ben là, ça va pas t'intéresser, on parlait des tendances maquillage pour les balles de finissage qui s'en viennent. Ça va être une chronique présentée un petit peu plus tard au mois de mai. OK. Donc, il y avait un petit tournage en amont. C'est quoi la tendance? Ben, si je te parle des ongles, c'est vraiment le chromé. Parce que ça va chercher la lumière et ça s'agence avec tes looks. Après ça, pour le tendance maquillage, ben, tout part d'une belle peau, d'avoir une belle base. On sait à quel point c'est important. On est vraiment dans l'illumination. Là, on veut briller. Rien de trop lourd, mais juste assez. Pour les gars? Ah, j'ai pas ça. Ha! Ha! Tu vois, j'aurais dû poser la question. Est-ce que tu as imité mon klaxon pendant 2 secondes? Oui. On a-tu vécu ça ensemble? Oui, j'ai plagié ton klaxon parce que je trouve que vous êtes binaire et ségrégationniste. Et les gars, eux autres, pas de maquillage? T'as raison. Pas de... Non, j'ai pas raison. Non, mais gars, ma chronique n'est pas encore passée. Je vais m'assurer d'avoir un segment là-dessus. Tu vois? Gars? Et le maquillage, c'est les hommes maintenant. Voilà. Et il arrive quoi? Parfait. Qu'est-ce qui est à la mode? Je vais faire un segment juste pour toi là-dessus. Moi, j'ai hâte que le gris soit à la mode. Ben, c'est quand même tendance. Hein? Ben oui, Silver Fox. C'est ce qu'on m'a dit. C'est comme ça que je me console. Bon, ben parfait. Alors, tout va bien. Tout est correct. Bien, Je ben suis oui. inquiet. Ah, tu sais que je suis un t'es inquiet, fin. hein? Oui. Tu sais, je suis toujours T'es rempli inquiet. de bienveillance. Pas tant, mais je suis quand même un peu inquiet. Tu sais, puis là, j'arrive, Stéphanie n'est pas là. Je pensais que tu étais avec Richard. Oui. Puis là, t'es pas là. Fait que je me disais... Mais gars, tu vois, je suis arrivée juste à la bonne heure. OK. Donc, la semaine va se replacer. Là. Oui. Tu sais, c'est juste mal parti. OK. Merci. Il y a Alexandre Est-ce qu'Alexandre est là? Ou Alexandre a fait comme Éric Lefebvre. Il a dit « Je vais être là », puis il se présente pas. Non. Ah, c'est Moi, bon, je suis ça. fiable, Benoît. Ma sais. parole vaut quelque chose. Moi, C'est lorsque je te dis que je suis là, lorsque je m'engage, que je fais quelque chose, C'est bon. j'honore ma parole. Hey, mais tu parlais d'Éric Lefebvre. Là. Il se fait ramasser sur X par Yves-François Blanchet. As-tu vu ça? Oui, j'ai vu ça. J'ai eu de la peine pour Je lui. vais vous en lire. Je vais vous en lire juste un petit bout. OK? Après tout, en rejetant méchamment Alain Reyes, Pierre Poilievre a libéré la place. Mais M. Poilievre et M. Lefebvre ne peuvent pas prendre l'argent de l'Assemblée nationale du Québec pour faire campagne au fédéral. C'est immoral et malhonnête. Ouais. C'est ça le gros bon sens de Pierre Poilievre. Je propose encore une discussion publique à Victoriaville, s'il le veut, sur son éthique. Tu parlais de son éthique tantôt. Ses mensonges, la tarification carbone, ses promesses de coupures vagues et des subventions pétrolières, ses similarités avec les libéraux sur l'immigration, les transferts en santé. Va-t-il continuer à se sauver de moi encore longtemps? Il a le gros bon sens pas très brave, parce que lui, il veut en découdre avec Pierre Poilievre dans un débat. Mais il écorche au passage Éric Lefebvre, qui a quand même choisi de continuer de siéger comme indépendant à l'Assemblée nationale après avoir quitté le caucus de la CAQ. Il faudrait que M. Lefebvre change son nom sur X. Hein? C'est encore Éric Lefebvre CAQ. C'est de la fausse représentation, ça, Benoît. Oui, mais il est encore payé. Tu sais, il ne va pas laisser son salaire. Et jamais... Non, il n'est plus pour la CAQ. Mais jamais j'oserais dire qu'il part au fédéral pour une raison d'argent. Jamais j'oserais dire ça. Tu sais, ni d'opportunisme en voyant que la CAQ est en train de plonger et que le Parti conservateur hors Québec est en train de monter. On va voir ce que ça a donné. Mais s'il se comporte comme ça... C'est un vrai conservateur, par exemple. Ça veut dire quoi, ça? Regarde son d'après historique. toi? Non, mais historiquement, il était... d'idéologie, il était conservateur, puis il était avec le parti depuis quand même un bon bout de temps. Mais c'est toujours ordinaire de se faire faux bon comme ça. La mairesse Plante avait fait la même chose avec Yasmine à peu près 5 minutes avant d'entrer en ondes il y a quelques semaines. C'est toujours ordinaire, ça. Ah, c'est parce vrai, que ouais. faut comprendre aussi que... Non, mais il faut comprendre aussi, pour bien expliquer pour les gens à la maison, là, ceux qui viennent en entrevue à Cube, c'est pas des petites entrevues complaisantes. OK? Non, mais c'est vrai. Il faut être dans certaines émissions. Les politiciens viennent, c'est des petites entrevues complaisantes. Ça se peut ici qu'ils n'aiment pas les questions. Ouais. Mais moi, j'ai beaucoup de respect pour les politiciens qui viennent et qui se présentent quand même. Ben oui. Ça fait partie de la job, ça fait partie de la réalité du métier.
Mais c'est possible qu'il y ait un empêchement. C'est possible qu'il y ait des raisons valables. Puis moi, on va comprendre, puis il n'y a pas de problème. Mais quand c'est sur un petit caca nerveux qui dit oh non, tu t'en vas à Dubé, tu t'en vas à du Trisac. Oh non, hey, va pas là. Tout à coup, qui te pose des questions sur autre chose que ta couleur préférée. Tu sais? Puis, oui, conservateur, M. Lefebvre, vous allez gagner, coin, foin. Tu sais, des espèces de majorettes là, qu'on a souvent dans les médias quand c'est un parti politique ou un autre. On n'en a pas. Fait que Lefebvre se présente pas. Fait que bonne chance. Mais j'espère que s'il y a d'autres entrevues, il va se présenter. Tu sais, des entrevues où ça sera plus sympathique. C'est juste une occasion manquée, puis j'espère que ce sera que partie remise. J'espère que c'est juste parce qu'il me déteste. Tu sais, tu dis, ça, je peux le comprendre. Pourtant, en fait, un être aussi attachant. Pourtant. Je me passerais plus de toi, moi, Benoît. Je me passerais plus de toi, moi, Benoît. J'ai cet effet-là chez les gens, moi. À un moment donné, là, ils deviennent accros. Mais là, c'est pas bon, tu sais. C'est pas bon. Bref, on s'en reparlera une autre fois. Hausse majeure, ça a passé, là, sous le radar, hein? Hausse majeure de la taxe sur l'immatriculation et Mme Plante en première de liste qui dit « Oui, j'en veux ». Il y en a 3, là. Il y a 3 maires-mairesses là, du Grand Montréal. Valérie Plante, mairesse de Montréal, Stéphane Boyer, maire de Laval, et Catherine Fournier, mairesse de Longueuil. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est que là, dans une lettre, on a interpellé, entre autres, le gouvernement du Québec. On le sait, là, les services de transport en commun sont en déficit. Ça ne va pas très bien. Okay? Alors, il faut trouver là, des nouvelles sources de revenus ou quoi que ce soit. Et là, il y a différents scénarios qui sont sur la table. Et là, on a évoqué tout ça dans une lettre adressée à la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault. Une lettre qu'on a envoyée, puis c'est la presse qui nous apprend ça. C'est daté du 4 avril. Et là, dans ce qu'on regarde comme scénario, il y en a 3. Actuellement, ceux qui habitent dans le Grand Montréal payent une contribution de 59 $, sur la taxe sur l'immatriculation qui est destinée au transport en commun. Bon. Là, il y a les 3 scénarios. Le premier, c'est le moins élevé pour les automobilistes. C'est une augmentation, la hausse de la taxe sur l'immatriculation, 120 $. Avec ça, on n'aurait pas le choix. Il faudra augmenter les tarifs pour les usagers du transport en commun de 6 % puis faire une réduction de service de 65 millions. Ça, c'est le premier scénario, Benoît. Le deuxième scénario, une hausse de tarifs de 3 % pour les usagers, une baisse de service de 65 millions et une taxe pour les automobilistes. Là, on monterait à 180 $. Je te rappelle qu'actuellement, c'est 59 $. Et le troisième scénario qui fait stepper bien des gens, ce serait une taxe de 228 $ par auto sur le territoire du Grand Montréal. Le Grand Montréal, là, c'est large, là. C'est Mirabel à Chambly, Saint-Lazare à Contrecœur, on rappelle ça dans l'article de la presse. Et c'est là que je dis un instant. Là. Ça, c'est toujours le réflexe facile. Attends, le dernier, là, Alex, est-ce que 228 $, est-ce qu'il y a des coupures de 65 millions pareil? Ça doit ressembler, mais ça, c'est une très, très bonne question. Mais ça, honnêtement, je le cherche, je cherche l'information. Non, c'est ça, il n'est pas là. Mais c'est un chiffre qui frappe, là, 228 $ par auto. Mais c'est là que je dis un instant, Benoît. Oui, monsieur. Parce que ça, c'est le réflexe facile, là, de toujours taxer, de toujours aller chercher de l'argent dans les poches du contribuable. Pourquoi, en échange, un meilleur service? Moi, avant d'aller me chercher 1 pièce de plus dans mes poches, là, moi, je dis, OK, avez-vous essayé de rationaliser les ressources? Dans le privé, on dit souvent, on va faire plus avec moins, on n'a pas le choix. Mais c'est drôle. Est-ce que dans le public, au niveau du gouvernement, est-ce qu'on a réellement cette volonté-là lorsqu'on voit là, les ministères s'engraisser à pu finir, souffrir pratiquement d'obésité? Puis après ça, lorsqu'on regarde les budgets des transports en commun, je ne peux pas croire qu'on ne peut pas couper dans le gras quelque part. Ouais. Et je lisais attentivement la lettre, Benoît, là, du maire de Laval, M. Boyer, qui dit là, c'est la panique à bord, aucun espoir à l'horizon, ça va pas bien. Et là, lui, il y a 3 pistes. Diminuer les dépenses, j'espère bien. Mais moi, j'ai l'impression, est-ce qu'on peut avoir les vrais chiffres, là, puis un plan, un audit, vraiment, là, regarder, prendre ça, là, détailler ça, chaque dépense, est-ce qu'elle est utile? Puis après ça, à la suite de cet exercice-là, c'est quoi le montant? C'est drôle, là, il nous parle de 65 millions.
l'impression, surtout si on peut couper dans les cadres, là, dans les bureaux, là, hein? J'ai l'impression qu'on peut aller en chercher plus. Mais attends, Alex, oublie pas que le garage Bellechasse, qui était censé coûter 254 millions, j'espérais que tu m'en parles. Ils ont décidé de creuser puis faire pour stationner des autobus. Là, c'est rendu à 600-700 millions. Puis ils disent, on l'avait pas prévu. Ben non, mais c'est ça qui coûte cher. Là, après, ils veulent couper sans arrêt dans les services. As-tu vu la réponse de Mme Guilbeault là-dessus? Dans la presse? Oui, vas-y donc. Elle dit Québec a finalement accepté d'éponger 70% de la facture des transports collectifs l'année passée. Elle dit, Mme Guilbeault, ça ne peut plus continuer comme ça. Il faut gérer les fonds publics de manière serrée. Combien coûte l'île d'Orléans? Le pont de l'île d'Orléans? C'est 2,7 milliards. Ça, c'est géré serré. 2,7 milliards pour un petit maudit pont pour l'île d'Orléans. Fait que, ça manque de crédibilité d'un bord puis de l'autre. Ben, c'est sûr que moi, quand on me dit, effectivement, puis tu l'illustres très, très bien, là, le garage qui coûte une fortune, puis après ça, des dépenses à gauche puis à droite, là, tu te dis, est-ce qu'on a vraiment optimisé les ressources? Ça, c'est le point 1 du maire. Après ça, le point 2, augmenter le nombre d'utilisateurs en densifiant les quartiers. Ça va, tu sais, construire des édifices à logement à proximité, par exemple, des gares d'autobus ou des stations de métro, ça va, ça va. Mais commencer à aller piger encore de l'argent dans les poches du monde, c'est la solution facile, surtout quand les gens sont là, Benoît. Là, ils sont à côté là, avec l'inflation. Là. Mm-hmm. Puis je trouve qu'il y a une très, très grande injustice là-dedans. Puis c'est sûr que la ville de Laval, comment je te dirais bien ça, lorsque la ville a fait les manchettes avec son service de police puis ses voitures électriques à 100 000, disons qu'après ça, quand on vient nous demander davantage d'argent dans nos poches, ça passe pas très bien. Ça passe mal. Alors, faites vos devoirs avant de venir nous têter une scène. Bien dit. L'indécence d'affaires mondiales Canada. Celle-là, je l'ai échappé. Ça n'a pas de sens, cette affaire-là. C'est quoi? Mettons, tu es en voyage, là. Puis un de nos proches décède. C'est toujours un drame. Là. C'est épouvantable, cette histoire-là. C'est dans le journal, c'est Camille Payan. Okay? C'est une famille de Laval, un monsieur de 68 ans, monsieur Farah Ala Jarjour. Le 22 mars dernier, en voyage à Cuba avec sa famille, au Melia Varadero. On va nommer l'hôtel, c'est important. Il décède. Il nage en mer avec sa fille, a un malaise et il décède. Pas de sauveteur à proximité. Sa fille le ramène vers le rivage. Pas de médecin, pas d'infirmière, personne. Sais-tu ce qu'ils ont fait avec le corps? Ils ont laissé le corps sur une chaise de plage pendant à peu près, je pense, 8 heures, ou en tout cas une bonne partie de la journée, pendant 8 heures. Au soleil, il l'avait recouvert d'une serviette, là, d'un drap. Tu sais, il y a une question de dignité aussi, au-delà du fait que il n'y a personne, il n'y a pas de médecin, pas moyen, mais la suite est tout aussi indigne. Imagine-toi donc que là, en soirée, finalement, les gens finissent par aller chercher le corps. De ce qu'on en comprenait, là, notre collègue Yves Poirier aussi a creusé ça aujourd'hui. Je pense qu'ils l'ont mis dans une boîte de pick-up ou quelque chose comme ça. Puis après ça, la famille n'a jamais revu le corps. Après ça, ses proches ont multiplié les démarches auprès de l'ambassade du Canada. Je me demande à quoi sert l'ambassade du Canada si on ne peut pas aider les proches éprouvés dans une situation aussi grave que ça pour rapatrier le corps. Ben, imagine-toi donc qu'ils ont dû payer 10 000 piastres de leur poche pour rapatrier le corps. Après ça, la dépouille finalement arrive à Montréal-Trudeau. Les papiers d'identification sont dans le cercueil. Il ouvre le cercueil, c'est pas le bon corps. C'est pas le monsieur. C'est pas le corps du monsieur qui est dans le cercueil, c'est le corps d'un Russe qui a des cheveux, des tatouages, 20 ans plus jeune. Ça fait aucun sens, là. Donc là, il y a une autre famille aussi qui est éprouvée visiblement qui n'a pas le bon corps. Les autorités russes retracent le corps du citoyen qui était rendu à Montréal, celui qui était décédé, rapatrie auprès de ses proches. Mais imagine-toi donc, la famille n'a toujours pas trouvé le corps de ce monsieur-là qui est décédé. Puis pendant ce temps-là, Affaires mondiales Canada ne répond pas à la demande d'entrevue non plus, aide pas plus la famille. Mais à quoi vous servez, sincèrement? C'est indigne, là. Je pensais que tu allais dire autre chose que sincèrement
comme Saint-Ciboire ou, tu sais, Saint-Sacrement ou Saint... Tu sais, un saint quelconque. Ça, je te là, laisse ça. Non, ça, non, je mais... te laisse tous les saints du ciel, Benoît. On va y descendre un après l'autre. Mais c'est quand même... Mais effectivement, tu sais, souviens-toi, Alex, au début de la COVID, qui a rapatrié les gens coincés sur des bateaux de croisière? Pas les ambassades du Canada, les compagnies. Les compagnies ont retourné les gens chez eux. Les ambassades du Canada, là, c'était fermé. C'est comme un CLSC, ça ouvre à 10 heures, ça ferme à 2 heures. Mais l'ambassade, Benoît, à part servir des petites bouchées puis du mousseux, là, vous servez à quoi? Quand, à un moment donné, dans une situation de crise, on a besoin de vous. Puis là, ben, cette histoire-là soulève bien des questions. L'utilité, bien sûr, d'Affaires mondiales Canada, mais aussi toute la dignité dans le traitement aussi. Tu sais, laisser le corps sur une chaise comme ça sur la plage. Cuba, aux dernières nouvelles, il fait chaud, pas à peu près. Tu sais, il y a une question de dignité humaine aussi. Alors, moi, j'en reviens pas. Tant que ce soit même l'hôtel ou quoi que ce soit, puis Affaires mondiales Canada, c'est décevant de A à Z. Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour cette famille-là, qui j'entendais leurs commentaires, là, encore éprouvés, bouleversés par ce qu'ils ont vécu. Là. Puis personne, moi, je souhaite pas ça à personne. Là. C'est horrible. Bon, et les bornes de recharge, il y en a qui s'ennuient, hein, chacun de leur bord. Ça dépend où on les met. Des chiffres intéressants dans le journal. On a mis la main là, sur des données, grâce à une demande d'accès à l'information, des données fournies par Hydro-Québec. C'est que là, on apprend qu'il y a au moins une vingtaine de stations de recharge du circuit électrique qui sont en fonction depuis à peu près 1 an, qui sont utilisées moins d'1 fois par jour. Dans certains cas, je te donne quelques exemples, au centre communautaire d'Arrington, à l'hôtel de ville de Ferland-et-Boileau, à l'hôtel de ville de Saint-Théophile et à la centrale électrique de Manic 5. Quand la dernière fois que tu es allé revirer à Manic 5, toi, avec ton... Je me rends pas. Faire un petit bout, hein? Non, je me rends pas. Moi non plus, il faut que je m'arrête en chemin, c'est sûr. En revanche, il y en a d'autres qui sont très populaires. Pensons mais rendu à Manic 5, Madrid. par exemple, là, Alex, ça doit charger en désespoir. T'es Ben, branché directement sur la centrale. Là. Ton char va être fluorescent. Ton char lève de terre. Non, mais il y en a d'autres qui sont plus populaires, celle du Madrid. Il y en a 6 là-bas. Ça marche. Et ils font partie, c'est probablement les plus achalandés au Québec. 23 223 recharges en 2023, c'est plus de 60 par jour. Celle de l'Étape aussi, dans la réserve faunique des Laurentides. Il y en a une que je croise aussi souvent sur la 15, là, près des Portes du Nord, très, très, très populaire. Oui. Le problème, quand je regarde les chiffres, là, je vois ça ici, là. OK. L'objectif, je te cite un passage du texte. L'objectif des 6700 recharges rapides et 110 000 bornes de recharge de niveau 2. Pour vulgariser aux gens, là, tu sais, des bornes de recharge de niveau 2, c'est l'équivalent là, de ce que vous avez à peu près à la maison. Là. Fait que pour recharger, disons, un véhicule électrique qui serait à peu près à 10-20% de batterie, ça prend plusieurs heures. Là. Ça peut prendre 6, 7, 8 heures. Des bornes de recharge rapides, là, c'est ce qu'on voit sur le bord des autoroutes. Là. Vous voyez des fois des 50 kWh, des 100 kWh, des 180 kWh. Plus ce chiffre-là est gros, vous voyez, plus ça va vite. Okay? Si je vous le simplifie là, au maximum. Ben moi, quand je vois ça, 110 000 bornes de niveau 2 et 6 700 recharges rapides, je t'inverserais ça, Benoît. Là. Ben oui. Parce que le problème qu'on va avoir... L'avantage d'une borne rapide, c'est que ça réduit le temps de recharge automatiquement. Je sais pas, tu fais un trajet, tu arrêtes sur le bord de l'autoroute, tu te recharges en 20-30 minutes, tu augmentes. Là, ça devient intéressant. Puis ces bornes-là sont de plus en plus sollicitées. Tu sais, moi, à chaque fin de semaine, je me rends à Québec pour aller tourner Salut Bonjour Week-end. Ben, moi, j'ai mes petits spots, j'ai mes petits endroits, puis j'arrête souvent à Berthierville. Puis je remarque... Tu sais, quand on fait le métier qu'on fait, on observe un peu ce qui se passe autour de nous. On fait des constats. Souvent, c'est plein. Souvent, là, on est maintenant, c'était pas le cas avant, mais maintenant, on est obligé d'attendre. C'est plus long. Mais visiblement, il n'y en a pas assez. Alors moi, c'est drôle, dans la stratégie de circuit électrique, là, je miserais beaucoup plus sur des recharges rapides que sur des recharges de niveau 2 qui prennent beaucoup plus de temps puis qui, en bout de ligne... Je serais curieux de voir... pas nécessairement optimal, là. Quel ministre roule dans sa vie privée là, ou roulait en voiture électrique? Quel ministre comprend comment ça fonctionne, une voiture électrique? Quels sont les... Tu sais, on a eu des téléphones, on a appris à les recharger, on a une routine pour pas se faire prendre les culottes baissées. De la misère, surtout les ministres de la CAQ, j'ai de la misère à les imaginer en Leaf.
sais? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je ne connais pas nécessairement leur vie personnelle, mais c'est clair que si on veut, OK, que 2 millions de Québécois aient des voitures électriques, d'ici quoi, c'est 2030, ou qu'on prenne ce virage-là, puis qu'on réduise les subventions, ça, c'est leur décision, puis je me suis déjà exprimé souvent là-dessus dans d'autres épisodes. Mais c'est que ça va de pair aussi avec, tu sais, si on n'est pas capable d'offrir une recharge rapide aux gens sur la route, parce que là, si tu attends 20 minutes que la borne se libère, puis après ça, tu te rebranches un autre 20-30 minutes, là, c'est parce que là, ça devient moins intéressant. Ça tue l'amour. Ça optimal. Ça tue l'amour, Benoît. Ça tue l'amour. Il faut pas. Ah, tu veux jamais ça, ni dans ta vie privée, ni dans ton char. Hey, le klaxon! C'est quoi ça? Je savais pas que mon micro était ouvert. Elle est branchée sur le 50 volts du klaxon. Le klaxon fonctionne. Je suis désolée. C'est correct. Le klaxon là, est sur c'est sécuritaire. James au grand complet. Oui, à peu près. Merci, Alex. On se reparle demain. Bye.